suis quelqu'un qui fait le plus beau métier du monde. J'adore mon métier. Je suis quelqu'un qui cherche, qui apprend, qui essaye de comprendre un peu dans le monde dans lequel on vit. Ma vie a été d'expliquer, de montrer le monde tel qu'il était. Voilà. De montrer la beauté du monde et de montrer aussi le poids de l'homme sur la nature aujourd'hui. Si on regarde les chiffres, ce qui est en train d'arriver est une véritable catastrophe pour l'humanité. Et ce ne serait pas si difficile que ça de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça. Bonjour Yann Arthus-Bertrand. Bonjour Valérie. Bienvenue dans votre Paris des Arts, un Paris des Arts dans lequel vous avez toute votre place. D'abord en tant que membre éminent de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi parce que vous êtes photographe, cinéaste. On va parler de toutes ces vies. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Heureusement, vous êtes immortel. Ah, j'ai 77 ans, donc je fais beaucoup de choses. On va donc parler de tout ça, mais avant, je vous propose de découvrir cette fondation qui est la vôtre et qui a élu domicile ici au cœur du parc de Longchamp. On y va? Avec plaisir. Installée dans la capitale, au cœur du bois de Boulogne, la Fondation Good Planet est le prolongement de l'engagement artistique de Yann Arthus-Bertrand et de son action pour l'environnement. Grâce à une concession octroyée pour 30 ans par la mairie de Paris, cette ruche vibrillonne de projets culturels, solidaires et écologiques pour un monde meilleur, une Good Planet. 1, 2, 3, on y va. 1, 2, 3, on lâche. C'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est sublime. La terre qui respire. Chaque morceau de bois correspond à une bonne action pour la planète. Il y a combien? 615. Oui, et avec 615 bonnes actions pour la planète... C'est pas suffisant. Il en faudrait 4 milliards. Voilà. Ah, regarde comme c'est beau. Une terre où chaque forme, chaque couleur, chaque son est un émerveillement. Alors, donc cette grande exposition, c'est la prolongation, Yann, de votre documentaire Vivant. On peut dire ça. Voilà. Ouais. Vivant, il faut savoir que c'est un film qui a été fait, réalisé avec 200 cinéastes animaliers qui vivent en France et qui en ont demandé des images. Donc c'est pas moi qui ai tourné, on a tourné très peu de choses. En fin de compte, on a vraiment... Parce que c'était impossible de faire la richesse que ça avait fait ces personnes toute leur vie. Donc on a eu presque à 700 à 900 heures de rush pour un film de 2 heures. Et je pense qu'on a fait un film unique parce que tu as 200 personnes qui ont travaillé dessus avec leur passion. Pour l'océanographe que vous êtes, ces images incroyables de fond marin, c'est aussi une richesse. Ben évidemment, c'est incroyable parce que c'est le travail de réalisateur amateur ou professionnel, et a fortiori amateur, c'est un travail de dingue quand on y pense. Il faut rester des heures dans le froid, avec des caméras dans les mares, comme là, c'est le cas. Et c'est génial pour nous d'avoir ça, parce que ça donne à voir à la fois un support pédagogique, mais c'est d'une beauté incroyable. Et créer ce sentiment, nous, c'est aussi le parti pris de la Fondation et du travail de Yann, c'est créer cette émotion, ce regard sensible autour du vivant, qui va être ce premier palier de déclenchement de l'engagement. Comprendre le monde animal en France, c'est découvrir des légendes méconnues, faites de héros minuscules et de colosses fragiles. Quelle chance d'être spectateur de trésors d'ingéniosité, de symbiose presque magique et de coopération inattendue. Allez, bienvenue dans la salle dédiée aux forêts. J'adore. C'est la chapelle Sixtine, nous l'avons. Non mais, effectivement, déjà... Ah bon? On va expliquer pourquoi. Déjà, effectivement, cette œuvre de Vincent Laval est très complémentaire de l'œuvre de Fabrice Hibert sur les murs. Le côté bleu de cette fresque, c'est pour symboliser l'importance de l'eau, naissance de la vie dans nos forêts, et puis aussi de parler très fortement de cette faune des sols. Il faut savoir que dans une cuillère à café de sol de forêt, il y a plus d'organismes vivants que d'êtres humains sur la Terre. Et que effectivement, exactement. Dans une cuillère à café. Dans une cuillère à café. Pourquoi la chapelle Sixtine? Mais non, mais parce que regardez, tu vois, vous voyez un peu la symbolique entre la rencontre entre là, le sol et le ciel. C'est génial, c'est que l'arbre, c'est une machine à faire du vivant à partir de la richesse du sol et de l'air et du soleil. Ce qui me fascine toujours, c'est cette matière qui est là, ne vient pas du sol, elle vient de l'air, c'est la photosynthèse. C'est vraiment le soleil et le carbone qui fabriquent cette matière. Et quand tu prends un morceau de bois, que tu la mets dans la cheminée, eh bien, le carbone retourne dans l'atmosphère et la cendre, c'est les oligo-éléments qu'a pris l'arbre dans le sol.
Yann Arthus Bertrand, vous êtes quelqu'un qui donne de la joie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Schondorfer. Lorsqu'il vous a installé dans votre fauteuil d'académicien des Beaux-Arts, c'était en 2005. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment solennel dans votre vie d'aventurier? Un peu comme une blague. C'est-à-dire que je n'en revenais pas d'être en tenue d'académicien et de faire un discours sous la coupole. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu une imposture. Qu'est-ce que je fais là, quoi? C'était un moment magique, qu'on était avec Lucien Clerc, les premiers photographes. Là, vraiment, c'est là où la photographie était véritablement une reconnaissance artistique, ce qu'elle n'avait pas avant. Comment est-ce qu'on peut donner de la joie quand on fait, comme vous le faites, quand on alerte, comme vous alertez dans vos photographies, dans vos documentaires, dans cette fondation sur l'état de la planète? Je ne sais pas si j'amène de la joie, mais surtout ce que j'ai envie d'amener, c'est de la connaissance. En fin de compte, je me sens beaucoup plus journaliste qu'artiste. Et j'ai l'impression d'être comme un photographe qui se promène dans un des plus beaux musées du monde et qui photographie des tableaux de temps en temps, qui va montrer ou expliquer des choses. Moi, j'ai passé ma vie à rechercher la beauté. J'ai vu les plus belles plages, les plus belles îles, les plus beaux arts, les plus beaux animaux. Ça a vraiment été ma quête. Mais en fin de compte, je me perçois qu'aujourd'hui, la vraie beauté, elle est chez les gens. Chez les gens qui s'engagent, chez les gens qui savent te parler, les gens qui t'aiment. Et cette beauté, elle a un nom très simple, elle s'appelle l'amour. Et je pense que agir rend heureux. Et quand on parle de joie, la joie, c'est de faire partie de ce monde qui avance et qui veut changer les choses. Vos années initiatiques, elles débutent au Kenya, près du Grand Rift, le berceau de l'humanité, au milieu des lions. Vous les observez, vous les photographiez. Parlez-nous de cette période-là. Je dis souvent que ce sont les lions qui m'ont appris la photographie. Je faisais un peu de photographie, mais pas comme ça. Et c'était compliqué parce que je faisais des photos, c'était en argentique, donc je ne voyais pas ce que je faisais. Et je voyais mes photos quand je rentrais en France, 1 mois par an. Donc c'est beaucoup plus difficile de travailler. Et pour gagner ma vie, je suis pilote de montgolfière. Et donc je découvre la photographie aérienne. Alors donc, justement, je vous coupe. Parce qu'à un moment donné, vous prenez de la hauteur. Ben, vous vous envolez en montgolfière, en hélicoptère. Pour photographier cette terre vue du ciel, ce sera un best-seller. 3 millions d'exemplaires vendus, je crois. 4 millions et demi. 4 millions et demi, voilà. J'étais sûre que je n'étais pas tout à fait à jour. Mais j'ai une chance. Pourquoi on a vendu ce livre? Aucun musée, aucune galerie ne veut de mes photos. Ouais. Personne n'en veut. En disant, c'est de la photo couleur, c'est de la photo de reportage, c'est des cartes postales, je me souviens très bien de ça. Et donc, on invente des expositions dans la rue. Et donc, je suis le premier photographe à avoir exposé mes photos rue Médicis à Paris, au Sénat. Et cette exposition, il y a eu 2 millions de personnes qui l'ont vue. Et cette exposition a été reproduite 250 fois dans le monde entier. Je me souviens très bien d'avoir fait une expo à Kaboul. Ce sentiment de beauté, il est là même pour tous les hommes. Je voyais des gens qui n'avaient jamais voyagé, qui n'avaient jamais vu. J'expliquais la Terre et ils avaient compris la beauté du monde. Alors 80 livres, plus de 10 films, qu'est-ce qui vous fait encore courir? Ça, cette volonté d'alerter? J'ai 77 ans et j'ai l'impression que je ne vieillis pas. Chaque jour, j'apprends. Là, on est en train de préparer un film sur les réfugiés, c'est formidable. On n'arrive pas d'ailleurs à trouver de mécènes, mais enfin on avance. Je me souviens très bien quand j'avais fait Human, où on pose des questions à tout le monde sur le sens de la vie, j'avais posé une question à une personne qu'on appelle ces fameux agriculteurs de subsistance, à une dame qui avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. Et je lui pose une question, un peu une question d'occidental. Je lui dis, mais quel est ton plus grand rêve? Elle me dit une chose à laquelle je pense tous les jours. Elle me dit, très doucement, me regardant dans les yeux, j'aimerais mourir avec le sourire. C'est pas quelque chose de facile à faire, d'être content de la vie qu'on a. Oh, a alegria. A gente fica, parece que fica... Aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega da vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Roçado de milho, roçado de feijão é bonito. Mas cada vez a gente fica mais corajosa. À ceux qui vous reprochent vos projets dispendieux, le fait de faire des heures d'hélicoptère, d'avion, l'empreinte carbone pas neutre, vous répondez avec le programme Action Carbone Solidaire ici même? D'abord, je vais répondre à une chose. D'abord, je suis le premier à en avoir parlé. C'est moi qui, après La Terre vue du ciel, qui ai décidé dans mes émissions de télé Vue du ciel qu'on faisait sur France 2, on disait le chiffre du carbone qu'on dépensait et comment on le compensait. Donc je suis le premier à en avoir parlé. Ça fait 5 ans que je ne prends plus l'avion ni l'hélicoptère, mais je l'ai tellement pris que je n'ai pas à me vanter de ça du tout. Alors nous, ici, à la Fondation, on a un programme que j'aime beaucoup, qu'on a créé au moment du film d'Al Gore, qui est la compensation carbone solidaire. Quand vous prenez l'avion, vous émettez du carbone. Et à travers la Fondation, on aide des gens à mieux vivre en Inde. On a fabriqué des réservoirs de biogaz, des réservoirs
de gaz, où avec des excréments d'animaux et des déchets agricoles, on arrive à faire du gaz, qui est exactement le même gaz que vous avez votre robinet qui arrive de Russie. Et on en a fait 25 000 déjà en Inde, ce qui permet à des familles d'avoir de l'énergie gratuite, qui permet de ne pas mettre de kérosène qui empoisonne la maison, de ne pas couper du bois, éviter la déforestation, que les enfants qui coupaient le bois pouvaient aller à l'école. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très vertueux. Et je pense qu'on est l'ONG au monde qui en a fabriqué le plus et on continue à en faire. Qu'est-ce que vous attendez de la COP 28 à Dubaï? Alors, je n'attends rien de la COP 28. D'accord. Les COP ne servent à rien du tout. J'ai assisté à 6 COP déjà, j'ai parlé, j'étais ambassadeur des Nations Unies pour l'environnement, de bonne volonté. Je pense que jamais une COP n'a réduit d'1 gramme le CO2. Vous savez que les 2 seuls pays qui ont confirmé leur accord sur l'accord de Paris de 21, vous pouvez me dire les 2 pays qui ont respecté les accords? Le Vatican et Tuvalu. Malheureusement, la COP, c'est une grande réunion de copropriétaires où tout le monde est là, tout le monde parle, on dit les chiffres. Alors ça sert à quelque chose, ça sert au moins de mettre en avant les problèmes de la Terre. Mais malheureusement, ça ne viendra pas de là. Alors surtout quoi, cette année où c'est à Dubaï, en plus la COP est quand même dirigée par un patron d'une boîte pétrolière. Ça devient ridicule. Est-ce que vous savez d'ailleurs que dans le rapport du GIEC, le mot énergie fossile n'est même pas cité parce que les pays producteurs ne voulaient pas citer le produit qui nous tue, quoi, le charbon, les énergies fossiles ou le gaz, quoi. C'est fou. Donc l'homme est le plus grand prédateur pour l'homme, ça signifie quoi? Et sans doute que le changement climatique sera beaucoup plus difficile et dangereux que toutes les guerres qu'il y a dans le monde aujourd'hui, parce qu'on sera tous touchés nous-mêmes dans nos corps et dans notre vie au quotidien. Voilà. Maintenant, on a encore le pouvoir de changer les choses, et j'y crois un petit peu. Il faut y croire, il faut croire que peut-être qu'on va se réveiller tous ensemble, et je pense que de toute façon, c'est l'intelligence collective, que tout ça viendra du bas, ça ne viendra pas d'en haut. Qu'est-ce que je fais moi, quoi? C'est ça l'important, c'est ce que fait l'autre n'est pas si important. Qu'est-ce que j'amène moi dans ma vie au quotidien pour faire le bien. Dans son Paris des Arts, Yann Arthus Bertrand a voulu rendre hommage à un photographe avec lequel il a souvent travaillé, Nicolas Henry. Un artiste qui ne se contente pas d'immortaliser la réalité telle qu'elle existe, il la reconstitue en situation et en accentuant sa beauté dans de gigantesques installations oniriques. L'être humain y est aux prises avec la nature, parfois en harmonie, parfois en conflit avec elle. Nicolas, votre travail est tellement dense, tellement vaste, tellement riche que c'est compliqué de le résumer. Le point de départ, souvent, c'est la réalité. Puis cette réalité, vous la travestissez avec une mise en scène, on est presque dans une scène de théâtre, là. En fait, je visite des communautés dans le monde entier et je vais mettre, à partir d'une histoire que j'écris, je vais raconter cette histoire de manière figurative dans un petit théâtre. Et donc, on construit des installations. Donc, dans cette image, en fait, on voit une sorte de petit bus avec des enfants dedans. Et en fait, il m'avait raconté qu'il leur fallait 2h30 pour aller à l'école à pied. Alors, il faut toujours qu'il y ait du sens dans les histoires que vous racontez. Je passe beaucoup par l'écriture, c'est-à-dire j'interviewe les gens. Ça, c'était un peu... J'avais pendant des années fait des interviews pour Yann Arthus Bertrand à l'époque, pour 6 milliards d'autres. Et puis, il y a des thématiques qui sont imposées. Alors là, il y avait une thématique sur l'enfance et l'éducation, des thématiques sur les changements de la nature, sur l'héritage de la colonisation. Et donc les gens, en fait, ils ont commencé à s'engager, à raconter leur propre histoire. Et comme on construit le décor ensemble, en fait, c'est eux qui sont acteurs de leur propre image. Bon, Nicolas, vous êtes aussi un grand rêveur. C'est aussi ce que vous immortalisez, vos rêves. Là, on est dans un monde au Japon qui est assez onirique. En fait, on a une forêt de cèdres avec ce personnage qui a un esprit en fait, de la forêt au Japon. Et j'ai fait un cadre avec des champignons, des feuilles. Et en fait, ça, c'est une autre zone de mon travail qui est plus narrative, où je raconte des contes sur les esprits de la nature. Et ensuite, avec les photos, j'en fais des objets. Donc là, j'ai tiré la photo sur une feuille de chêne qui ensuite est courbée et en fait vraiment un objet entre la sculpture et la photographie. Nicolas, vous êtes très engagé dans la cause environnementale. Vous êtes d'ailleurs à l'origine, vous êtes le créateur de la biennale Photoclimat. C'est quoi exactement cette biennale ?
C'est un événement qui réunit 40 ONG et 30 photographes du monde entier. Et le principe, c'est que sur les grandes places de Paris et aussi en Île-de-France, donc la Bastille, le Palais Royal, on fait des installations géantes. C'était l'idée en fait d'avoir les ONG qui nous racontent le monde, leur engagement, et puis d'essayer de fédérer en fait des jeunes, des initiatives, des donateurs. Alors ces deux images-ci, concrètement, elles ont été exposées lors de la dernière biennale. C'est toi, évidemment, qui en es l'auteur. Et là, elles partent à Dubaï. Elles vont être exposées à l'occasion de la COP28. C'est bien cela? Oui, alors ça, c'est une image que j'ai faite avec l'ONG SOS Sahel. Et en fait, c'est une image que j'ai faite sur ce qu'on appelle la Grande Muraille Verte. Et la Grande Muraille Verte, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet de reforestation qui fait tout le sud du Sahel. Si on fait ces grandes plantations sous la Muraille Verte, ensuite, en agroforesterie, on peut planter des jardins dessous. Et en quelques années, en fait, on a une production agricole qui est extrêmement importante. L'eau qui revient, la biodiversité qui revient, avec que voilà, des vertus positives. Merci Nicolas. C'est la fin déjà de cette émission que vous pouvez revisionner sur notre site internet. Et puis, on vous attend nombreux sur le compte Instagram Le Paris des Arts Off. À très vite.